Bonsoir à tous et bienvenue au 13h de BF1. Au sommaire de ce journal, le chef de l'État Ibrahim Traoré invite les secrétaires généraux des ministères à plus de diligence dans le traitement des dossiers à leur charge. La gestion des affaires courantes, oui, mais il faut aller urgemment sur les chantiers de sécurisation des sites conduisant au développement des infrastructures routières. C'est le message lancé par le secrétaire du gouvernement et du Conseil des ministres ce matin. Vous l'entendrez tout à l'heure. Le capitaine Ibrahim Traoré devrait assumer son coup d'État en restant à la tête de l'État après les assises nationales, une position défendue par l'UNDD de Herman Yameogo. L'homme politique dit ne pas faire confiance à certains civils qui se rapprochent un peu plus du jeune capitaine et ses hommes. Herman Yameogo a même souligné les priorités auxquelles devrait s'attaquer le capitaine Traoré pour une lutte efficace contre le terrorisme. Voilà donc pour le sommaire et bienvenue sur nos antennes. Les secrétaires généraux des ministères ont reçu de nouvelles instructions du président du MPSR avec le capitaine Ibrahim Traoré. Vous le savez sans doute, ils sont chargés de l'expédition des affaires courantes et de l'exécution des budgets. Et comme le chef de l'État l'a maintes fois souligné, tout est urgent dans ce contexte et il faut aller vite. Les secrétaires généraux doivent maintenant mettre l'accent sur la sécurisation des sites au développement des infrastructures routières ou encore de la mise en place des plans d'urgence d'accès aux services de santé. Une note donnée ce matin donc par le secrétaire du gouvernement, Luc Palbeghem. Explication. Jacques Sossen Dingara, le secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres face aux secrétaires généraux des ministères. Situation nationale oblige, il faut parer aux dossiers urgents et vu les événements des 30 septembre, 1er et 2 octobre ayant conduit à la reconstitution du MPSR et à la dissolution du gouvernement, ce sont les secrétaires généraux des ministères qui sont chargés de la bonne marche de l'administration jusqu'à nouvel ordre. Faisant suite donc aux instructions du président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, chef de l'État, relative au traitement diligent des dossiers de vos ministères, il est apparu opportun d'organiser cette rencontre dont l'objectif est de nous permettre donc d'échanger autour des dossiers urgents, d'opérationnaliser les instructions de son Excellence, Monsieur le chef de l'État, d'échanger autour de l'habilitation des secrétaires généraux des ministères pour l'exécution du budget 2022 dans le cadre de l'expédition des affaires courantes et enfin de partager donc des informations diverses. De nouvelles instructions du chef de l'État Ibrahim Traoré sont sur la table des secrétaires généraux pour cette semaine, dont l'urgence n'est plus à rappeler. Au titre des nouvelles instructions pour cette semaine, nous pouvons citer entre autres le développement d'une stratégie de sécurisation des sites ou des investissements hydrauliques pour des activités agro-silvopastorales, la mise en place d'un plan d'urgence pour la production de campagnes sèches, la mise en place d'un plan d'urgence d'accès aux services de santé, mais aussi le développement des infrastructures routières. Vu l'importance d'une synergie d'action, nous sommes de ce fait interpellés à faire preuve de collaboration, d'abnégation et de dévouement pour faciliter l'atteinte des objectifs de la transition et partant l'amélioration des conditions de vie des populations. Le 1er septembre dernier, le secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres avait initié la formalisation d'un cadre de concertation pour créer un espace de dialogue, d'échange et d'information pour les secrétaires généraux des ministères avec pour objectif de promouvoir et de renforcer la collaboration entre les ministères dans la conduite de l'action gouvernementale. Et dans l'action du futur gouvernement, il doit y avoir un président de transition qui sera connu en fin de semaine à l'issue des assises nationales. Et le balai des choix et de soutien se poursuit. L'Union nationale donc, pour la démocratie et le développement est dans son registre. Elle apporte son soutien au capitaine Ibrahim Traoré, le meneur du coup d'État du 30 septembre dernier. L'UNDD, avec Herman Yameogo, indique que le capitaine Traoré devrait assumer son coup et rester à la tête de l'État. Bien sûr, en ramenant la cohésion au sein de l'armée, condition sine qua non pour une lutte efficace contre le terrorisme. On voit tout cela avec Roméo Koïta. Il ne participera pas aux assises nationales qui débuteront dans 3 jours.
à cause des critères de sélection qui écartent son parti, l'UNDD. Mais Maître Herman Yaméogo et ses camarades fondent beaucoup d'espoir en ces forats. Pour lui, pas question de tergiverser, le capitaine Traoré et ses camarades doivent s'assumer en dirigeant la transition. Nous avions dit, vous avez fait un coup d'État, assumez le coup d'État. Je suis là, l'un des plus grands acteurs et témoins de notre histoire politique. Et je vous parle toujours en connaissance de cause. Combien de coups d'État avons-nous connus au Burkina Faso où on n'a pas eu besoin de s'adosser à la Constitution? Ceux qui ont fait le coup d'État assument. Ils mettent en place des institutions propres. Ils gèrent le pays. Donc actuellement, nous voulons recommander de ne pas s'immiscer dans des querelles qui vont faire la joie des terroristes. Et justement, ce qui pourrait faire l'affaire des groupes armés radicaux, selon lui, c'est la division au sein des forces armées nationales. Si le capitaine Traoré assume la présidence de la transition, l'une de ses priorités devrait être de ramener la cohésion au sein de l'armée, faute de quoi il sera difficile de vaincre le terrorisme, estime le président de l'UNDD. Mais il pense en revanche que le MPSR devrait se méfier des opportunistes de tout genre qui tentent déjà de tirer les ficelles pour leur positionnement politique. Pendant qu'on parle de sécurité et de sauver le pays, il y en a qui ne pensent qu'à la conquête du pouvoir. Comment je vais faire pour retrouver mes avantages? Comment je vais faire pour arriver au pouvoir rapidement? Les préoccupations ne sont pas les mêmes. Et ces magouilles-là existent actuellement au Burkina Faso et participent fortement des difficultés que nous connaissons. Si elles veulent réussir leur mission, les nouvelles autorités de la transition devraient assumer leur putsch et éviter de se parer d'attributs démocratiques comme l'a fait l'ancien président Damiba. C'est ce que suggère ce parti non aligné. Là où le président déchu est pas contre à féliciter selon l'UNDD, c'est son attachement à la réconciliation nationale. Un processus déjà enclenché que Maître Yaméogo et ses camarades appellent à poursuivre. Le capitaine Traoré a du soutien. Le lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana a aussi du soutien, bien qu'il soit en prison depuis janvier dernier. L'officier de l'armée est sans jugement depuis son arrestation, mais ceux qui soutiennent l'homme ne chancellent pas. Bien au contraire, ils se remobilisent pour sa libération. Ce matin, face à la presse nationale, ils ont estimé que toutes les charges retenues contre Emmanuel Zoungrana sont fausses et il devrait être relaxé. Hassane Konidamné nous explique en détail cette conférence de presse. Arrêté le 10 janvier 2022, il est reproché au lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana des faits d'attentat à la sûreté de l'État, puis de blanchiment de capitaux et d'enrichissement illicite. Des faits que les sympathisants de l'officier militaire refutent avec la dernière énergie. Pour eux, cette affaire n'est qu'une machination politico-militaire visant à le mettre sur le carreau. Voilà, les avocats du lieutenant-colonel sont là, la justice militaire est là, la famille du lieutenant-colonel est là, et jusqu'à présent, je répète et j'insiste, le lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana n'a pas été notifié d'une preuve tangible sur tous les faits. Partant du complot contre la sûreté de l'État, les blanchissements, l'enrichissement illicite et autres, aucune preuve tangible ne l'a été présentée. Dès la prise de pouvoir, le MPSR2 s'est engagé à faire la lumière sur le cas du lieutenant-colonel. Pour les sympathisants d'Emmanuel Zoungrana, ce dossier n'a que trop traîné. Ils appellent donc les nouvelles autorités à joindre rapidement l'acte à la parole. Nous prenons acte des engagements des nouvelles autorités, des autorités du MPSR2. Mais nous attendons de voir ça dans les actes. Et tant que le lieutenant-colonel n'est pas libéré, nous serons toujours mobilisés, interpellés, faire comprendre à la population que c'est de l'acharnement pur et simple qui se passe avec le colonel Emmanuel Zoungrana. Et donc nous attendons, nous les invitons d'ailleurs à tenir leurs engagements qui pourra apaiser non seulement la tension sociale et puis lui permettre d'aller au front. Pour les sympathisants du lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana, ce dernier peut être un atout majeur dans la lutte contre le terrorisme.
En témoignent certains faits de guerre de l'officier militaire. Il cite entre autres le sauvetage du soldat Somé à Tongomaël en septembre 2019 et le sauvetage du détachement militaire de Ban un mois plus tard. Au chapitre économie de ce 13, le fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage veut renforcer les compétences des agents issus des institutions et fonds de formation professionnelle. Le FAFA et ses collaborateurs venus de plusieurs pays d'Afrique prennent part à une rencontre qui met l'accent sur l'ingénierie et le dispositif de formation pouvant permettre justement aux participants d'établir un distinguo et appréhender mieux certaines notions relatives à l'évaluation et à sa conduite. Océane d'abonnés, Maxime Ilboudo. Depuis 2019, les autorités burkinabées voulaient que sur 100 personnes, au moins 75 aient accès aux services financiers de base que sont l'épargne et le crédit, ou que ces personnes les utilisent. Ce processus engagé dès lors s'appelle l'inclusion financière et 2023 était le délai que s'étaient fixé les concepteurs. Nous sommes en fin 2022 et le taux n'est que de 35%. Quoi qu'il ait été de 18% au départ, l'objectif est loin d'être atteint. Il y a eu plusieurs vagues. La première vague, c'était de considérer qu'on parle de comment réduire la pauvreté dans le pays. Et donc, on a attaqué le volet par la microfinance. Voilà, entre la microfinance qui avait pour cible les personnes exclues du système bancaire classique. Et au fur et à mesure que les choses évoluent, on a vu que même avec la microfinance fait des exclus également. Donc, en ce moment, la thématique a changé pour parler d'inclusion financière qui consiste maintenant à mettre en batterie tous les acteurs qui doivent concourir à ce que les choses se passent comme ça. Donc, actuellement, nous sommes à un taux d'inclusion financière qui n'est pas encore très reluisant, 35% au 31 décembre 2021. Des ateliers de ce genre, il en fallait donc pour adopter le 3e rapport sur l'inclusion financière, pouvant concourir à ne pas passer à côté des objectifs. Depuis 2020, le ministère de l'économie, des finances et de la prospective élabore un rapport chaque année pour voir quelles sont les actions qui ont été menées pour atteindre les objectifs de l'inclusion financière à tous les niveaux. Donc on considère les données des structures gouvernementales, on considère les données des prestataires de services financiers, les données des ONG, les données des partenaires techniques et financiers. Nous rassemblons ça dans un rapport et nous mettons ce rapport à la disposition des acteurs de l'inclusion financière. Le rapport soumis pour adoption est l'œuvre d'un groupe de travail à la tâche depuis avril 2022 pour obtenir ces données. Voilà, c'était plutôt un reportage relatif à la situation financière qui faisait qu'au Burkina Faso, au moins 75% de la population devrait avoir accès aux services financiers de base d'ici 2023. Et donc, c'est ce que soutenait au départ le processus de l'inclusion financière de Marie en 2019. Et après pratiquement 3 ans de mise en œuvre, l'heure était donc à l'évaluation des acquis. Et on a noté que 18% au départ. Nous sommes aujourd'hui donc à 35%. Les résultats ont été consignés dans un rapport soumis à validation aux spécialistes concernés. Et c'est donc le reportage que vous avez suivi tout à l'heure. Et on revient maintenant justement à ce que je vous annonçais avec le fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage qui veut renforcer les compétences des agents issus des institutions et fonds de formation professionnelle. Le FAFPA, je le disais, et ses collaborateurs venus de plusieurs pays d'Afrique prennent part à une rencontre qui met l'accent sur l'ingénierie et le dispositif de formation pouvant permettre aux participants d'établir un distinguo et appréhender mieux certaines notions relatives à l'évaluation. On regarde. Ils viennent tous de différents pays de l'Afrique. Ils sont au total 45 conseillers et assistants des institutions du réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle. Ils bénéficient d'une formation en ingénierie et gestion des dispositifs de formation. Une initiative qui permettra de renforcer les compétences et améliorer la performance des participants. L'heure est à l'urgence d'actions d'envergure pour favoriser l'accès à la formation et à l'emploi en faveur des jeunes pour les occuper et les organiser. La session de Ouagadougou s'inscrit dans ce processus d'amélioration
de la qualité des interventions et vise à faciliter à terme la comparaison entre institutions et fonds des effets et impacts des formations à travers l'utilisation des mêmes concepts et outils d'évaluation. Durant 5 jours, les participants seront outillés afin qu'ils puissent maîtriser la terminologie des principaux concepts liés à l'évaluation et à sa conduite. À cette formation qui porte sur l'ingénierie et la gestion des dispositifs de formation et qui est beaucoup axée sur l'évaluation d'une action de formation, nous allons aborder 4 thématiques. La première thématique va porter sur l'ingénierie, l'introduction à l'ingénierie de la formation. La deuxième activité de formation que nous allons tenir va porter sur l'analyse et la conception des dispositifs de formation. La troisième thématique va porter sur la mise en œuvre et le suivi des dispositifs de formation. Et la 4e thématique va porter sur l'évaluation d'une action de formation. L'initiative est du FAFPA, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, avec l'appui du Réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle. Le réseau compte actuellement 13 institutions et fonds et couvre 12 pays africains, dont 8 de la sous-région ouest africaine, 3 de l'Afrique centrale et 1 de l'océan Indien. Et toujours en économie avec encore ces chiffres, 71%, c'est le taux de représentativité des acteurs intervenant dans le secteur informel au Burkina Faso, un secteur fortement éprouvé par les différentes crises qui ont secoué le pays. Le dernier en date du 30 septembre, justement, a entraîné des difficultés d'approvisionnement en marchandises pendant au moins 72 heures. Conséquence, le secteur et les recettes fiscales ont enregistré d'énormes pertes financières. La suite nous est expliquée par Archimède Boy. 2 milliards de francs CFA, c'est la contribution moyenne par an du secteur informel aux recettes fiscales burkinabè. Ce chiffre, publié en octobre 2020, est de la Direction générale des impôts qui estime que ce secteur représente à lui seul 71% des contribuables. Malheureusement, il paie le lourd tribut des multiples crises que connaît le pays depuis une décennie. Mutinerie de 2011, insurrection de 2014, coup d'État de 2015, de janvier 2022 et du 30 septembre dernier. Pour le dernier en date, en attendant une estimation des pertes enregistrées, on note que plusieurs commerçants de l'intérieur du pays n'ont pas été approvisionnés en marchandises pendant 72 heures. Et ceci ne représente que l'infime partie visible de l'iceberg. Un iceberg éprouvé déjà par la vague de la Covid-19. Selon le rapport sur l'état du secteur privé publié en novembre 2020 par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, le taux de croissance économique a pris un coup pendant la Covid-19. Initialement prévu à 6,3%, il a atteint un score de 2%. Une contre-performance résultant du ralentissement observé dans les secteurs primaires, secondaires et tertiaires. En chiffres, cela donne 1,9% contre 5,1% attendu dans le secteur primaire, 1,7% contre 6,7% attendu dans le secteur secondaire et 2,4% contre 6,2% attendu dans le secteur tertiaire. 94% des entreprises ont été affectées dans le premier semestre de 2020, à en croire ce document qui note dans cette période un faible niveau d'investissement, une baisse du chiffre d'affaires et une tension de trésorerie dans ces sociétés. Une note sur le sport burkinabé à présent avec le Rail Club du Kadiogo qui va affronter l'AS Vita Club de Kinshasa en 16e de finale. Un match comptant pour la Ligue des champions d'Afrique après celui joué avec l'Ashanti Kotoko de Koumassi. C'est donc un autre Cador qui se dresse sur la route des champions du Burkina Faso. Mais les poulains d'Amado Sampo restent sereins, confiants et ne dégagent aucune peur. D'ailleurs, ils entendent se qualifier pour le tour suivant au stade des Martyrs le 19 octobre prochain, comme nous l'expliquent Madi Zongo et Abdoulazak Traoré. Pour les matchs contre Vita, on va aller se donner à fond. Voilà un bon Burkinabé et puis il est venu avec la qualification. Le temps est donné.
Le Rail Club du Kadiogo n'entend pas se laisser faire dans la double confrontation avec l'AS Vita Club de Kinshasa en 16e de finale de la Ligue africaine des champions. Le match de la 3e journée du championnat national, remporté dans la douleur face à l'ASEC, conforte le coach Amadou Sampo dans ses convictions. Si une équipe est capable de pousser et vers la fin aller gagner dans les arrêts de jeu, ça montre déjà que le mental est bien. Et contre Asante Kotoko, on avait un désavantage où on est allé gagner là-bas. Donc mentalement, l'équipe est prête. Physiquement, c'est à nous de savoir aussi gérer et ces jeunes. Et c'est ça aussi le football. Le football, c'est la gestion aussi des formes physiques. On est fin prêt. On va jouer vraiment sans complexe. Voilà, c'est eux, je dirais, qui ont la pression, du moment où ils sont censés être plus forts que nous. Nous, on travaille sereinement, on prépare le match vraiment avec les moyens que nous avons. Le capitaine Babayouré Savadogo admet tout de même qu'il s'attaque à un autre cadre du continent. Oui, j'ai un peu une idée de cette équipe. Je sais qu'on a 3 confrères qui sont là-bas. J'ai Farid qui est là-bas, mon petit qui joue avec Vita. Il y a Ismaël Zagré. L'AS Vita, c'est un grand club. J'ai suivi vraiment le recrutement de cette équipe à travers leur page Facebook. Ensuite, j'ai suivi quelques matchs amicaux avec eux. Ils ont joué. J'ai eu à suivre le résumé de ces matchs amicaux. C'est un grand nom, c'est un grand club. Nous, on va se préparer avec les moyens que nous avons pour aborder vraiment ce match avec beaucoup de sérénité. Dans cette confrontation pour une place en 8e de finale, les champions du Burkina entendent s'appuyer sur les bons résultats des étalons face à l'équipe nationale congolaise. On va prendre le pas, je dirais, de l'équipe nationale. J'ai eu à jouer avec l'équipe congolaise quelques fois et on a gagné ces matchs. On va se baser sur ces différents matchs vraiment pour aborder ce match et vraiment espérer nous qualifier pour une première fois en phase de poule. Le match aller se dispute le 16 octobre prochain à Cotonou. Le retour, lui, est prévu pour le 19 octobre à Kinshasa. Ailleurs, sur le continent africain, le général Mahamad Idriss Déby a fini donc de prêter serment ce lundi à N'Djamena en tant que président de la transition du Tchad, prolongeant ainsi de 2 ans son séjour au pouvoir, et ce, conformément aux recommandations du dialogue national inclusif controversé qui s'est achevé la semaine dernière. Des élections démocratiques devraient donc avoir lieu à l'issue de la transition, mais cette investiture qui a vu la présidence du président nigérien et des ministres de l'Afrique centrale et des représentants de l'Union européenne a été boycottée par une très grande partie de l'opposition et de la société civile qui justement dénonce une succession dynastique au pouvoir ainsi que par certains des plus puissants mouvements rebelles armés. On regarde. 2 ans et au terme de laquelle auront lieu des élections. Il a promis notamment de nommer rapidement un gouvernement d'union nationale. Le gouvernement d'union nationale qui sera mis en place dans les tout prochains jours s'emploiera corps et âme pour que la volonté du peuple tchadien ne souffre d'aucune entorse. L'investiture s'est déroulée en présence du président nigérian Muhammadu Buhari, de plusieurs ministres d'Afrique de l'Ouest et centrale, des ambassadeurs de France et de l'Union européenne. Mais aucun représentant de l'Union africaine n'était présent. Des élections seront organisées dans la transparence et la sérénité pour permettre aux Tchadiennes et Tchadiens de mettre un terme à la transition et assurer le retour à l'ordre constitutionnel. Le général de 38 ans avait déjà été proclamé président de la République par l'armée le 20 avril 2021, le jour de l'annonce de la mort de son père. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi et merci d'être restés avec nous. Je vous retrouve demain pour une autre session d'information. D'ici là, prenez bien soin de vous et des autres. Les programmes se poursuivent sur BF1. Très bel après-midi.